Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Vraiment, nous avons l'honneur de recevoir Anna Balès qui va sous forme de questions-réponses faire un talk sur la seconde main et la location, comment rentabiliser son modèle circulaire. Et je passe tout de suite la main à Anna, qui est la fondatrice et CEO de Lizzie. Merci beaucoup. Oui, c'est mieux si vous êtes proche, parce que j'aime bien qu'on se parle, parce que je vais... Donc le but du jeu, c'est que je parle 10-15 minutes, et ensuite vous posez vos questions, parce que je vais poser le sujet, et je sais qu'à plusieurs, on va être plus intelligent, donc j'ai vraiment hâte d'écouter vos questions sur le sujet. Donc je suis en effet Anna Balès, fondatrice de l'entreprise Lizzie. On est une entreprise digitale et technologique sur l'économie circulaire. On bosse avec principalement les grands retailers français, mais aussi européens. On a presque 5 ans. Voilà. Et donc, pour ma part, je suis passionnée, plus que passionnée. Je mange, je dors. Économie circulaire. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer ce moment avec vous d'échange sur, en fait, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser ces modèles. On en parle beaucoup, mais quand on va voir notre DAF, là, ça coince un petit peu, donc j'ai envie de vous donner quelques clés et ensuite on va échanger. Nous, ça fait plusieurs mois là aujourd'hui qu'on se rend compte que l'économie circulaire, la seconde main et la location, c'est en fait une question financière. Et je crois que c'est clé de le souligner. Avant, j'avais envie de commencer l'introduction. Il n'y aura pas de slide parce que je crois que c'est enregistré. Donc, n'hésitez pas ensuite à poser vos questions. J'ai envie de commencer par cette bonne nouvelle. Tout le monde a vu les dévendeurs. Ça tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui a vu ? Ah oui, mais alors passez-vous l'info parce que c'est quand même vraiment génial. Il n'y en a vraiment que 4. Hein. C'est une campagne de l'ADEME avec le ministère de la Transition écologique pour promouvoir justement les modèles d'usage. Et c'est très bien fait, c'est sous forme de publicité, ça passe donc à la télé, ça tourne beaucoup sur LinkedIn en ce moment. C'est très positif. J'ai vu aussi que Vestiaire Collectif, donc enfin communiqué sur le fait qu'ils allaient plus reprendre les produits de la fast fashion. Donc, pour moi, j'avais envie de vous donner ces bonnes nouvelles. Ça bouge. Alors maintenant, il va falloir qu'on mette ça à l'échelle. Et aujourd'hui, vous êtes tous là parce que vous connaissez les enjeux. Alors, on va les faire un à un. Raréfaction des ressources, que ce soit pour le transport, mais aussi pour les matières premières. Inflation, évidemment, on en parle. Et donc, pouvoir d'achat. Donc, il faut absolument trouver des modèles complémentaires. Je sais que vous y travaillez tous aussi. Si vous êtes là, c'est que vous savez de quoi je parle. Et c'est marrant, tout à l'heure, Annick a dit on ne connaît pas encore bien les modèles d'usage, mais en fait, on n'est qu'au début de ces modèles d'usage. Mais moi, je crois que donner des clés sur la rentabilité, ça peut vous aider. Donc, ça fait 10 ans que je travaille à ce sujet. Et je peux vous dire qu'on règle les sujets les uns après les autres. Et que c'est pas facile. Il y a des sujets de logistique, il y a des sujets de marketing, il y a des sujets de e-commerce, il y a des sujets financiers. Et donc, à chaque fois qu'on règle un nouveau sujet sur l'économie circulaire, il y en a un autre qui arrive. Et en 10 ans, je me suis pris des grosses tempêtes. Ça a vraiment été essai, erreur, essai, succès, essai, erreur, essai. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris 10 ans après. Alors on était déjà pionniers sur les sujets de location et de seconde main. Ce que j'ai appris pour aller
rendre ces projets pour qu'ils sortent du bois, en fait, et pour qu'ils deviennent plus grands. J'en parlais avec un partenaire, mais vraiment hier. Il m'a dit, bon, écoute Anna, la vente d'objets neufs reste encore pour 99,9% de notre CA. On est bien d'accord. Aujourd'hui, à part quelques enseignes qui tirent le sujet vers le haut, mais pour la majorité, la seconde main et la location restent encore un petit peu cornerisées. Et ça, je trouve ça intéressant de se le reposer comme sujet. Et pour moi, là, aujourd'hui, en prenant ça en compte, je sais que dans 10 ans, allez, dans 5 ans, moi j'espère dans 5 ans, pour aller vers la rentabilité de ces modèles d'économie circulaire, il va falloir les traiter tous à la fois. Alors je sais que j'ai un slide si tu sais le mettre, mais comme ça va être la base. Il va falloir traiter les business models ensemble et pas séparément et pas les opposer, parce que sinon, voilà, on va reproduire des choses qui ont déjà été faites, on va siloter et donc on va pas réussir à aller vers la rentabilité. Ces 3 modèles, vous les connaissez, donc la vente du neuf, évidemment. Et dedans, j'inclus la réparation, parce que pour moi, la réparation est un service nécessaire, obligatoire à la vente du neuf, là, dans les années qui arrivent. Et puis d'ailleurs, c'est très bien parti, bravo Refashion, de porter ce sujet en Europe. Enfin, vraiment, nos partenaires européens nous en parlent aussi. La seconde vie, et quand je parle de seconde vie, je parle de rachat, revente pour faire circuler les produits. Et enfin, c'est mon sujet de prédilection, la location. Mais vous voyez, on rentre vraiment dans de plus en plus de complexité sur ces 3 modèles. Donc, pour moi, ces 3 modèles vont fonctionner ensemble. Et ça, c'est important de bien avoir ce schéma. Alors, il va arriver, mais ce sujet en tête. Et aujourd'hui, les marques de mode françaises ne doivent pas faire comme Chine. Enfin, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est impossible. C'est impossible. Et puis je crois pas que l'ADN des marques de mode françaises ce soit d'aller vers des modèles vers Chine. Pourtant, c'est eux qui drivent le marché pour l'instant. Et c'est bien dommage. Mais aujourd'hui, les marques françaises, c'est pas non plus la très haute couture parce que c'est réservé à certaines maisons qu'on connaît. Mais par contre, les marques de mode françaises, c'est un tissu local, c'est un engagement réel. Enfin, quand j'écoute depuis ce matin tous les intervenants, c'est bluffant et c'est un savoir-faire. Et tout ça, ça rentre dans l'économie circulaire. Je vous apprends rien, mais j'avais quand même envie de vous le rappeler ici parce qu'il y a un avantage concurrentiel à déjà aller sur les modèles d'économie circulaire en les pensant transversaux. Donc voilà, ceci étant dit, la rentabilité des marques dans 10-15 ans passera en effet par l'économie circulaire. Je vais vous parler de 2 sujets et après on va se parler ensemble, enfin de 2 points. D'abord les 3 prérequis, et ça vraiment c'est après 10 ans de main dans le cambouis de la location de la seconde main et donc aussi de la vente de neuf. Les 3 prérequis pour aller faire des modèles rentables, et chacun est très important, et on pourra les détailler. Et ensuite, je vais faire des liens entre les modèles, donc entre la location et la seconde main, entre le neuf et la location. Alors, j'ai pas de support parce que voilà, on doit faire ça ensemble, mais n'hésitez pas ensuite à me poser vos questions. Alors, sur les 3 prérequis, et ensuite je ferai les liens. Sur les 3 prérequis, il y a un premier prérequis qui peut sembler très basique, mais pour avoir travaillé avec beaucoup de grandes enseignes et de grandes marques, ça a parfois pu être oublié, que ce n'est pas que en France, c'est aussi en Europe. L'économie circulaire est un sujet transverse, et donc il faut impliquer absolument tout le monde. C'est la création d'une nouvelle business unit, c'est la création d'une nouvelle équipe, c'est-à-dire que le marketing, les juristes, les logisticiens et surtout, mes préférés, les financiers, doivent être impliqués. Et ça peut paraître très basique, mais quand on est chef de projet d'économie circulaire, et ça j'adore parce qu'on le voit de plus en plus fleurir sur LinkedIn, des chargés de projet économie circulaire, des directrices et des directeurs économie circulaire,
Je vous avoue, ça nous facilite le travail parce qu'on arrive mieux à identifier les interlocuteurs et interlocutrices. Mais c'est vraiment très positif. Et le fait d'impliquer tous les autres, ça permet d'aller vers des projets rentables. Et c'est clé. Je vous dis peut-être quelque chose qui vous semble basique, mais quand on rentre dans l'énergie d'un projet d'économie circulaire, on a tendance à l'oublier. Et il faut prendre ce temps en amont pour former tout le monde. Là, un de nos partenaires clients a fait quelque chose en magasin qui me semble clé. Elle a vraiment trouvé un trick, et c'est de la créativité. En magasin, il y avait un opérateur qui était contre l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas comment on fait pour être contre, mais il était contre. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça allait lui donner plus de travail. Ça se comprend assez vite. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé une fresque, justement, de l'économie circulaire en une journée. Et le soir même, on nous a dit le soir même, c'était le prescripteur de tout le magasin sur l'économie circulaire. Et parfois, on n'y pense pas, mais le fait que les opérateurs qui vont utiliser cette nouvelle façon de faire toute la journée soient pas embarqués, ça casse complètement la rentabilité, parce qu'il n'y aura pas d'adhésion et il n'y aura pas de conversion, et donc évidemment pas de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est le premier point. C'est un sujet transverse, c'est pas un sujet juste cantonné soit au marketing, soit à la RSE, et tout le monde doit être impliqué. Et pourquoi je dis surtout les DAF ? Parce que c'est mon deuxième sujet, qui est un petit peu plus technique, mais sur lequel je suis convaincue qu'il faut avancer. C'est le sujet financier. Vraiment, l'économie circulaire, c'est de la finance. Ça peut paraître pas tout à fait intuitif, mais l'économie circulaire, c'est financer des stocks qui vont être utilisés différemment. C'est aller chercher une nouvelle façon de faire des transactions monétaires avec son client. Donc ça veut dire qu'on peut être dans de l'abonnement, par exemple, pour la location. Donc l'abonnement, ça veut dire des fraudes éventuellement. Donc ça veut dire du scoring. Ça veut dire qu'il faut aller chercher qui sont nos clients. Donc c'est vraiment un sujet financier très très fort. Et en effet, si les DAF ne sont pas impliqués, ça va être que des murs au fur et à mesure du projet, parce qu'il faut savoir immobiliser les produits le long tout le temps de vie, que ce soit en seconde main ou en location, parce qu'ils tournent. Voilà, il faut savoir traiter une base client qui rapporte pas du tout de la même façon de l'argent à l'entreprise. Et ça, les DAF le comprennent, mais parfois ils sont vraiment occupés à autre chose, et donc des projets peuvent s'arrêter vraiment du jour au lendemain parce que les DAF n'ont pas été impliqués. Je ne sais pas s'il y a des DAF dans la salle, mais avec grand plaisir pour en discuter, parce que pour moi, la formation des DAF à l'économie circulaire, c'est l'ouverture, et c'est vraiment l'ouverture d'une autoroute pour tous les autres vers la gestion de projets. Et le troisième, qui est notre cœur de métier, le troisième pilier, ce sont les opérations. Et ça, je pense qu'on va vers quelque chose qui est de plus en plus structuré. Donc nous, notre cœur de métier, c'est la logistique, et supporté par de la tech, mais pas que. Il y a aussi tous les opérateurs de logistique qu'il y a autour, les opérateurs en magasin qui sont clés, qui vont avoir une interaction avec les clients des marques. Et ça, ces opérations doivent être très très fluides, dans le sens où elles doivent vraiment être optimisées pour que les produits ne restent pas trop longtemps dans des no man's land. Donc, soit quand on rachète des produits de seconde main, ils sont stockés dans un coin en attendant qu'ils soient traités. Alors ça, c'est une perte de cash directe. Les DAF, ils n'aiment pas. Ou alors, en location, le produit revient, et pareil, il n'est pas traité tout de suite. Il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que le produit revienne en location. Pareil, perte sèche. Donc, en fait, les opérations sont clés. Donc, vous voyez, il y a vraiment 3 prérequis très forts pour que ça fonctionne, et ça demande de l'énergie, évidemment. Mais je crois que
qu'aujourd'hui, en créant des équipes autour de l'économie circulaire, chaque métier est concerné et c'est vraiment stimulant pour moi de me dire qu'on va réussir à aller vers ces sujets-là. Voilà, sur les trois prérequis. Je vous avais dit que je ferais un lien entre les 3 business models, parce que je crois que c'est clé. Enfin, vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas opposer les business models, sinon on va rester en statu quo, sachant que le business model dominant, c'est la vente. Voilà, tout est drivé par la vente. Dans la grande distribution, c'est des besoins en fonds de roulement. Négatif, ça veut dire que c'est très positif pour une entreprise de faire de la vente parce qu'on a du cash tout de suite et on peut réinvestir. Ce n'est pas le cas de la seconde main et de la location aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. Je reviens vraiment encore sur ce sujet financier. Donc en fait, chaque modèle a des avantages et chaque modèle a des désavantages. Et vous allez me voir venir, c'est que si on les nourrit entre eux, on peut réussir à trouver des solutions pour faire grandir ce modèle-là dans son entièreté et aller chercher la rentabilité de toute une entreprise, en fait. Donc, le business model de vente a évidemment cet avantage concurrentiel d'être très connu, suroptimisé, c'est-à-dire que tout le monde sait comment fonctionne la vente. Aujourd'hui, ça a été très bien fait par les distributeurs. On a capté beaucoup de données sur la vente aujourd'hui, et c'est un modèle phare. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer comment est-ce qu'on fait de la vente. Le modèle de la seconde vie, donc rachat-revente, seconde main. Ah ben vous les avez là, voilà. De la seconde vie, aujourd'hui, 2023, il a un gros avantage. Pareil, c'est qu'il est très trendy. Là, aujourd'hui, c'est une tendance claire. On va vers de la seconde main. Il n'y a plus besoin d'expliquer par A plus B que consommer de la seconde main, c'est bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus à même. Je pense que tout le monde a acheté de la seconde main. Dites-moi que oui. Dites-moi que oui. Merci. Et il y a 10 ans, donc ça fait 10 ans que je suis dans ce secteur, vraiment, avant, c'était 3-4 personnes qui levaient la main. Mais là, alors, oui, vous êtes évidemment convaincus. Mais acheter de la seconde main, ça devient une option facilement accessible. Voilà. Et alors, la location, le 3e modèle, il a un très, très gros avantage. Et vous allez dire que je parle que d'argent, mais parce que c'est vrai que ça m'obsède, parce que je sais que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Le modèle de location, si c'est bien fait, et dessous, je mets beaucoup de choses, c'est de très grosses marges. Aujourd'hui, on bosse avec, en effet, des marques de textiles, dont des marques de milieu luxe. Et aujourd'hui, une robe unique peut être louée, vraiment, une robe unique peut être louée 35 fois. Vous faites 35 fois 50. Je vous laisse faire. Je ne le fais jamais pour vous parce que vous allez vous rendre compte de la marge sur une robe qui coûte 300 €. Même en tenant compte des frais logistiques, des frais de manutention, louer 35 fois une robe 50 €, c'est beaucoup plus avantageux que de vendre une fois une robe neuve 300 €. Mais évidemment, ça ne se fait pas jour 1. Donc on a des décalages de trésor. Et voilà. Et donc en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces 3 modèles ont des aspects positifs. Les aspects négatifs, pour la location, c'est en effet ce financement de stock. Est-ce que tout le monde me suit encore ? Parce que je sais que c'est assez technique et malheureusement, je n'ai pas de support. Mais donc le financement du stock, c'est la clé. C'est-à-dire que vous avez dans des entrepôts des produits qui ne sont même pas payés. De nouveau, les DAF, ils n'aiment pas ça. Donc ça, c'est un des gros désavantages de la location. C'est très compliqué d'aller imposer les locations dans des entreprises aujourd'hui de mode. Parallèlement, le désavantage de la seconde main aujourd'hui, c'est une marge faible. Je pense que je pense que vous avez tous étudié les sujets de seconde main. Il faut faire beaucoup de volume parce que c'est beaucoup de transport, c'est de la caractérisation de pièces uniques. Quand on commence à monter en gamme, il faut reprendre des photos. Donc c'est
des gens qui reprennent des photos. Pour l'instant, il n'y a pas encore de super AI. On pourrait demander à Flavien de nous l'inventer, mais il n'y a pas encore de super AI qui peut prendre des photos très très rapidement de tous ces produits qui sont en fait des produits uniques. Donc en fait, il y a un sujet de marge, et heureusement, il y a des gens qui travaillent là-dessus très fort. Je pense à Hommage qui sont vraiment très avancés sur l'industrialisation de la seconde main, mais ça demande des volumes et ça reste compliqué de faire des grosses marges sur la seconde main. Et enfin, la vente neuve, je ne vais pas vous expliquer le désavantage, c'est qu'en effet, aujourd'hui, les ressources s'amenuisent et on doit trouver un autre modèle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on doit trouver en effet un autre modèle. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai envie de réfléchir aussi avec vous, mais j'ai envie de vous donner des pistes aujourd'hui pour mettre ensemble ces 3 modèles, en fonction de ce que je viens de vous dire. Et il y a une des pistes... Enfin, moi, j'en ai plusieurs, j'en ai 5 en vrai, et c'est de ça dont je veux discuter avec vous. Il y a des pistes notamment d'utiliser les bases de données de la vente pour dérisquer la location. C'est-à-dire qu'on sait le faire. Enfin, la RGPD, heureusement, nous y autorise si c'est pour dérisquer un autre modèle dans son entreprise. Ça nous permettrait d'éviter la fraude, par exemple. Ce matin, on a beaucoup parlé, la location permet d'aider aussi l'éco-conception pour le neuf, pour que ça dure plus longtemps, parce que les produits reviennent, on peut les observer vivre dans le monde réel, et donc s'aider de ces feedbacks pour faire de l'éco-conception pour le neuf, et évidemment pour la seconde main et la location. Donc c'est des cercles vertueux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser les marges élevées de la location pour aller financer de la seconde main de qualité. Et ça, c'est très important. C'est ce que fait aujourd'hui Mage, avec qui on travaille, de mêler les deux systèmes. Et je ne sais pas ce que fait Bocage sur ces sujets, mais qui sont aussi très, 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 très impressionnants sur ces sujets d'économie circulaire. Et enfin, là où je vois aussi beaucoup d'interactions, c'est que la seconde main va amener du trafic qualitatif vers la location, mais aussi la seconde main peut amener, et là ça rejoint mon point de tout à l'heure, la seconde main peut amener du stock à la location. Donc peut fournir la location en stock à moindre frais et donc régler le sujet d'investissement dans le stock. Voilà. Aujourd'hui, donc nous on travaille notamment avec Mage, parce que je voulais un petit peu en parler, parce qu'elles sont que des femmes qui sont vraiment pionnières sur le sujet. C'est en hyper croissance ce modèle, et elles font passer des produits de l'un à l'autre business model, je dis location seconde main, pour aller chercher leur modèle vertueux. Et aujourd'hui, je trouve ça vraiment très fort de leur part de se mettre en frontal sur ce sujet-là. Voilà, donc je voulais quand même citer Mage. Et pour conclure, avant de prendre vos questions, vraiment ces 3 business, les mettre ensemble, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup d'études, et je crois que ça demande du temps. Et moi, ma question à vous, pour vous, c'est comment est-ce que vous les voyez travailler ensemble? Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent travailler ensemble? Est-ce que vous les mettriez, vous, soit dans vos entreprises, soit dans vos métiers? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez promouvoir, de les mettre ensemble? Est-ce que vous y croyez? J'ai tellement de questions pour vous que ça ne peut pas s'arrêter. Mais voilà, donc j'ai envie que démarre cet échange. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il ne nous reste pas de temps. Je dis pas de qui perd du temps. Mais en tout cas, si on peut prendre quelques instants, 5-10 minutes pour avoir cet échange, je serais ravie de l'avoir avec vous. Voilà, il y a Justine qui arrive. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je crois qu'elle est là. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser? Oui. Madame, après je viens vers vous. C'est juste un point de vue, et je suis intéressée d'avoir justement votre avis. Donc, je travaillais du côté retail, du côté management retail, et on a été approché par pas mal justement d'acteurs de seconde main pour inclure l'offre de seconde main dans nos magasins. Et le grand défi qu'on avait, les 2 grands défis qu'on avait, c'était avant tout un problème de place. Déjà au niveau de la gestion du stock, etc. Mais ça, je pense que c'est un problème qui a besoin d'être réglé en interne. Et le deuxième, c'était au niveau de la formation des équipes de vente.
étant donné qu'on a une manière de vendre des vêtements neufs et une manière de vendre des vêtements de seconde main. Et du coup, comment vous apportez justement cette solution aux retailers ou aux grands magasins sur ce défi-là? Ah, c'est passionnant. Ça, c'est des questions auxquelles on répond tous les jours. En effet, on est en contact avec les retailers toute la journée. Sur le problème de place, en fait, c'est un problème de DAF. Je reviens, c'est vraiment c'est mes amis. Non, mais bon, c'est vraiment... En fait, il faut optimiser des mètres carrés. C'est juste ça qu'il faut faire. Et ça, c'est des lignes dans un bilan. Ça se fait bien. Mais alors, il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table avec de la bonne volonté. Et on a trouvé des solutions avec certains DAF très créatifs, oui. Donc, en tout cas, c'est une réponse que je peux vous faire. Et 2, sur la formation. Donc, évidemment, nous, on a créé un outil où on ne pense que aux opérateurs. Premièrement, avoir un outil qui les embarque, c'est important. Ça ne fait pas tout, ça fait 50% du job. Parce qu'ils vont devoir, pendant un temps, utiliser 2 outils. Et puis ça, c'est pénible. Enfin, on ne peut pas se cacher, c'est très pénible. Et sur leur engagement... Je vais être très terre-à-terre, mais vous allez vraiment très terre-à-terre. Il y a vraiment un sujet de modèle de rémunération de ses collaborateurs. Assez classiquement, on ne va pas réinventer la roue. Et aujourd'hui, je trouve encore c'est encore un sujet de DAF, disons, ils sont vraiment partout, et de RH. Il faut les inciter, il faut les engager sur ces sujets-là. Et après, tout va se mettre en place. Mais en fait, je crois que c'est un sujet RH et DAF, et il y a plein de gens qui y travaillent, heureusement. Et je pense qu'on va avoir des beaux modèles qui vont émerger. Voilà. Oui, bonjour. Je comprends en effet l'intérêt de mixer ces trois modèles dans ces entreprises. Après, il y a aussi des acteurs qui sont historiquement sur la seconde main, avec les acteurs de l'ESS au niveau des recycleries. Comment ces entreprises peuvent travailler avec elles aussi pour continuer à avancer sur ces sujets? Quelle place ces structures peuvent continuer à avoir et avoir un intérêt commun à travailler sur ces sujets? Bon, je vais de nouveau répondre hyper techniquement. Pour moi, c'est une gestion de stock. Le jour où on arrivera à connecter tous ces stocks... Alors, je suis une grande fan de la blockchain, évidemment, aussi, parce que je suis persuadée qu'il va y avoir une unification des stocks et peut-être que ces entreprises-là, qui pour l'instant ignorent un peu l'ESS, faut pas... Enfin, voilà. J'ai mis un peu les pieds dans le plat, mais c'est pas pour rien que Maud Serda, elle est tout le temps sur les plateaux et en train de réexpliquer son message, évidemment. Mais le jour où on connectera les stocks et qu'on fera des liens entre les stocks de seconde main d'une marque qui va être en curation spéciale avec un certain prix, on va redonner de la valeur à la curation et certainement des produits qui seront issus de l'ESS, qui auront une autre histoire et qui seront peut-être aussi distribués via ces plateformes de marque. Je pense qu'on aura déjà craqué pas mal de choses, mais pour moi c'est une mise en relation et techniquement c'est que tous ces stocks soient gérés pas au même endroit, mais en tout cas sur une même base de données et qu'on puisse piocher comme ça les produits qui ont une certaine histoire et qui donc sont valorisés d'une certaine manière. Enfin, je pense que tout le monde là ici aujourd'hui, dans cette salle, la mode a perdu de la valeur quand même. Et je crois qu'aujourd'hui, revaloriser l'histoire, que ce soit parce que c'est vintage et donc ça appartient à la marque, parce que c'est un produit qui vient de l'ESS, parce que ça crée une autre valeur sociale, ça, je pense que c'est une histoire technique et une histoire marketing. Et après, on pourra raconter plein de belles histoires. Pareil, mais je suis hyper contente que vous posiez cette question parce que j'aime bien y réfléchir. Merci. Et juste une dernière question. Tout d'abord, bravo pour ce partage d'expérience. Vous avez parlé des DAF, beaucoup. Et en fait, quand vous êtes face à un DAF, comment vous lui expliquez qu'en fait, le business model qu'il a sur le neuf, avec un taux de marge qui est à 2,5 entre l'entrée et sortie du magasin, n'est pas du tout le même business model que celui qu'il a pour la seconde main, pour de la location. Et puis, comme j'ai le droit qu'à une seule question, je rajoute, comment est-ce qu'on peut arriver à faire comprendre aux gens qui sont dans la seconde main que
les gisements de stock de seconde main, on a la crème, donc ce qui est en parfait état, qu'on peut remettre en vente tout de suite. On a les 15% suivants qu'il faut juste un peu défroisser, mais que maintenant, il va être intéressant d'entrer dans la partie où on va réparer pour pouvoir revendre. Et ça rejoint des questions qu'on a très souvent avec l'ESS, qui dit « Oh là là, moi, je suis plutôt sur la crème et je ne comprends pas qu'on me pique mes stocks de seconde main. » Donc, 2 questions très larges. Pardon. Wow. On peut faire un petit sitting là et puis on prend l'apéro, je pense, dans ce deuxième sujet. Sur le premier sujet de DAF, mais alors, nous, on a trouvé un truc, c'est que, bon, je ne sais pas si tout le monde doit faire pareil, mais donc on est une start-up, donc on a des fonds d'investissement. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont ce truc de parler finances toute la journée. Alors vraiment, ils ne font que ça. Et on a un réseau de financiers, on est en train de le monter, donc on vient de lever récemment, c'est pour ça, et d'avoir un DAF acquis à la cause qui parle à un autre DAF, ça fait des discussions assez lunaires. Alors vraiment, c'est assez beau à voir, hein. J'aimerais bien en enregistrer une fois d'ailleurs, pour la mettre sur les réseaux sociaux. Mais ça fait vraiment une discussion qui sort, qui est concrète. Il parle EBITDA, il parle PNL, il parle marge, il parle BFR négatif, il s'excite dans tous les sens, et à la fin, le deuxième, il est convaincu. Mais il n'y a que ça à faire. Et j'adorerais monter un jour une école de DAF circulaire, si quelqu'un veut m'aider. Je suis sûre que ça peut marcher. Voilà, bon, c'est assez classique, mais en vrai, un DAF qui parle à un DAF, c'est intéressant. Et une petite parenthèse, hein, donc nous, on est start-up économie circulaire à impact, et aujourd'hui, il y a beaucoup de financiers qui se disent « Ah ouais, il faut aussi, moi, que je fasse quelque chose dans l'économie circulaire. » Et ils y sont, et en plus, ils sont rémunérés. Petite info, ils sont rémunérés à nos performances, à nous, de garantir la rotation des produits. Bon, vous voyez, quand même, ça va assez loin. Donc, il y a mes investisseurs qui sont rémunérés au fait que nous, on fait en sorte que les produits des marques avec qui on travaille ont des grandes rotations. Bonne nouvelle, quand même. Hein. Et bon, c'est toujours l'argent qui domine, mais on va y arriver. Et sur la deuxième question, moi, je crois que c'est un sujet systémique et on va tous se mettre là et trouver une solution. Et évidemment, il y a le recyclage qui est là, il y a tellement de choses qui sont là. Et je ferai la même réponse. Pour moi, c'est un sujet de gestion de stock aujourd'hui c'est trop diffus, en fait, pour moi. Ça peut être une brique, un élément de réponse sur cette gestion de stock, qu'on puisse cartographier tout ce qui existe. Mais ça va prendre du temps et ça va prendre du jus de cerveau. Et je ne suis pas sûre que l'AI va résoudre ça. Par contre, si on s'y met tous ensemble, je pense qu'on va y arriver. Mais avec grand plaisir pour en discuter, par contre. Parce que je crois qu'il y a... On court vers moi. Bon, voilà, je crois que c'est bon. Un grand merci, en tout cas avec plaisir pour continuer la discussion. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!